Ma belle-fille m'a traité d'incapable pour ne pas être arrivée à l'heure. La mère de la femme que j'ai sauvée m'a appelé un héros. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce en l'air à la vidéo. Et dans les commentaires, racontez-moi, avez-vous déjà été jugé pour quelque chose alors que vous faisiez le bien? Votre expérience pourrait inspirer d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui touchent le cœur. Je m'appelle Marcel Rousseau, j'ai 68 ans, et voici l'histoire de comment un retard de 27 minutes a révélé qui j'étais vraiment. C'était un vendredi soir de novembre à Lyon, et la pluie tombait en fines gouttelettes sur les pavés du vieux Lyon. Les lumières des bouchons lyonnais se reflétaient sur les rues mouillées, créant cette atmosphère chaleureuse si caractéristique de ma ville natale. Je me dirigeais vers le restaurant, le Bouchon des Filles, dans le 5e arrondissement, où ma belle-fille Céline avait organisé son anniversaire de 40 ans. J'avais mis mon plus beau costume, un 3 pièces bleu marine que j'avais acheté pour le mariage de mon fils Thomas il y a 5 ans. Mes chaussures étaient cirées, ma cravate bien nouée, et j'avais même mis un peu d'eau de Cologne. À 68 ans, veuf depuis 3 ans après la mort de ma chère Marguerite, ces moments en famille étaient devenus précieux. Peut-être trop précieux. Depuis la mort de Marguerite d'un cancer du pancréas, je sentais que ma place dans la famille devenait de plus en plus fragile. Thomas, mon fils unique, était devenu distant. Céline, sa femme, me tolérait plus qu'elle ne m'appréciait. Et mes 2 petits-enfants, Lucas de 12 ans et Emma de 9 ans, semblaient me voir comme le grand-père un peu encombrant qui sentait la naphtaline et racontait toujours les mêmes histoires. Je vivais seul dans mon appartement de 3 pièces du 3e arrondissement, près de la Pardieu, dans l'immeuble où Marguerite et moi avions élevé Thomas. Chaque matin, je prenais mon café dans la même tasse qu'elle utilisait, je regardais les photos sur la cheminée, et je me demandais comment remplir une journée de plus. Ma pension de retraite de la SNCF était modeste mais suffisante, et mes journées s'écoulaient entre les courses au marché de la Croix-Rousse, les promenades au parc de la Tête d'Or, et les soirées devant la télévision. Ce soir-là était différent. C'était une occasion de montrer que, malgré mon âge, malgré ma solitude, je faisais encore partie de quelque chose. J'avais même acheté un cadeau pour Céline, un foulard en soie de chez Hermès que j'avais payé avec mes économies de 3 mois. Pas parce que je l'aimais particulièrement, mais parce que j'espérais qu'un geste généreux pourrait adoucir ses regards froids et ses remarques acerbes. J'avais quitté mon appartement à 19h15 pour être au restaurant à 20h précises. Céline avait insisté sur la ponctualité dans son invitation. « Papa Marcel, s'il vous plaît, soyez à l'heure. Nous avons réservé une table pour 20 personnes et le restaurant ne nous attendra pas. » Le ton était celui qu'on utilise avec un enfant turbulent, et cela m'avait blessé, mais j'avais promis d'être ponctuel. Je conduisais ma vieille Peugeot 307 de 2005, celle que Marguerite et moi avions achetée ensemble pour nos dernières vacances en Provence. Elle n'était plus toute jeune, mais elle était fiable et me rappelait de bons souvenirs. Je roulais tranquillement sur la 6 en direction du centre-ville, écoutant France Inter, quand j'ai vu quelque chose qui m'a fait ralentir. Sur la bande d'arrêt d'urgence, une voiture était arrêtée, feu de détresse allumé. À côté, une dame âgée se tenait debout, visiblement en détresse. Elle portait un manteau beige et tenait un sac à main contre sa poitrine, regardant les voitures passer sans que personne ne s'arrête. Même de loin, je pouvais voir qu'elle tremblait, et pas seulement à cause du froid. Mon premier réflexe fut de continuer. J'étais déjà en retard de quelques minutes à cause des embouteillages, et Céline m'avait bien fait comprendre l'importance d'être ponctuel. Mais quelque chose dans la posture de cette femme, dans sa vulnérabilité évidente, me rappela Marguerite. Ma femme avait toujours dit, « Marcel, on juge un homme non pas à ce qu'il fait quand tout va bien, mais à ce qu'il fait quand personne ne regarde et que rien ne l'y oblige. » Je me garai derrière sa voiture et sortis sous la pluie fine. « Madame, est-ce que vous avez besoin d'aide ?» demandai-je en m'approchant. Elle se retourna, et je vis un visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. Elle devait avoir dans les 75 ans, avec des cheveux gris soigneusement coiffés et des yeux bleus fatigués. « Oh, monsieur, merci de vous arrêter, » dit-elle avec un soulagement évident. J'ai crevé il y a une demi-heure, et mon téléphone portable est déchargé. Je ne sais pas quoi faire. Elle s'appelait Madame Dubois, et elle revenait de l'hôpital Édouard Herriot où elle avait rendu visite à sa sœur malade.
Elle habitait Villeurbanne et n'avait pas l'habitude de conduire la nuit, surtout par ce temps. Ne vous inquiétez pas, madame, lui dis-je. Je vais changer votre roue. Vous avez une roue de secours? Pendant les 20 minutes qui suivirent, je me suis agenouillé sur l'asphalte mouillé, salissant mon beau costume, pour changer sa roue. Mes genoux de 68 ans protestaient, mes mains étaient gelées, et je pensais à Céline qui devait déjà regarder sa montre avec agacement. Mais madame Dubois me racontait sa vie, ses petits-enfants qu'elle ne voyait pas assez, sa solitude depuis la mort de son mari, ses inquiétudes pour sa sœur et je me sentais utile pour la première fois depuis des mois. « Monsieur, comment puis-je vous remercier » me demanda-t-elle quand j'eus terminé. « Vous avez sali votre beau costume pour moi. »« C'est normal, madame. N'importe qui aurait fait pareil. » Mais nous savions tous les deux que c'était faux. Des dizaines de voitures étaient passées sans s'arrêter. Elle insista pour me donner sa carte de visite. « Je suis madame Dubois, et mon gendre est juge au tribunal de grande instance de Lyon. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. » Je pris poliment sa carte sans y prêter attention et la glissai dans ma poche. Tout ce qui m'importait, c'était qu'elle soit en sécurité. Quand j'arrivai finalement au restaurant, il était 20h27. 27 minutes de retard. Je pouvais voir à travers la vitrine que toute la famille était déjà installée autour d'une grande table ronde. Les apéritifs avaient été servis, les conversations allaient bon train, et mon absence était évidente par la chaise vide qui m'attendait. Je poussai la porte du restaurant, et immédiatement, tous les regards se tournèrent vers moi. Le silence se fit progressivement, remplacé par des chuchotements et des regards désapprobateurs. Céline se leva de sa chaise, son visage exprimant un mélange de colère et d'embarras. Elle portait une robe noire élégante et avait manifestement passé beaucoup de temps à se préparer pour cette soirée. « Papa Marcel, dit-elle d'une voix forte neuve pour que toute la table l'entende, nous vous attendions depuis une demi-heure. Vous nous avez fait honte devant mes amis. » Je m'approchai de la table, conscient de l'état de mon costume taché et froissé. « Je suis désolé, Céline. J'ai eu un imprévu sur la route. »« Il y a toujours un imprévu avec vous, » m'interrompit-elle. « Toujours une excuse. Vous ne respectez personne, pas même pour l'anniversaire de votre belle-fille. » Thomas, mon fils, évitait mon regard. Il était assis à côté de sa femme, visiblement mal à l'aise mais ne prenant pas ma défense. Nos petits-enfants me regardaient avec curiosité, ne comprenant pas pourquoi grand-papa était en difficulté. « Même pour un simple dîner, vous n'arrivez pas à être à l'heure, » continua Céline. « À votre âge, on pourrait penser que vous avez appris les bonnes manières. » Je m'assis à ma place, sentant le poids des regards de tous les invités. Certains étaient des amis de Céline, d'autres des collègues de Thomas. Tous semblaient partager l'opinion que j'étais le vieux père encombrant qui ne savait pas vivre en société. « J'ai aidé une dame en panne sur l'autoroute, » expliquai-je doucement. Elle était seule et... « Oh, s'il vous plaît, » me coupa Céline avec un rire sarcastique. « Encore une de vos histoires. Vous ne pouvez pas simplement admettre que vous avez mal géré votre temps. » Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue. Céline racontait bruyamment ses projets de vacances aux Maldives, ses nouveaux achats, ses succès professionnels en tant que directrice marketing dans une entreprise de cosmétiques. Thomas parlait de ses affaires, il était avocat dans un cabinet spécialisé en droit immobilier et de ses clients importants. Moi, je restais silencieux, picorant dans mon assiette, me sentant de plus en plus comme un intrus dans ma propre famille. Chaque fois que j'essayais de participer à la conversation, Céline trouvait un moyen de me rappeler mon retard ou de faire une remarque sur mon âge. « Papa Marcel ne comprend pas le monde moderne, » dit-elle à un moment donné à ses amis. « Il vit encore comme si nous étions en 1980. Pas de smartphone, pas d'Internet, pas de sens des responsabilités. » Ses amis riaient poliment, mais je voyais dans leurs yeux une certaine gêne face à la cruauté de ses paroles. Le pire moment fut quand elle ouvrit ses cadeaux. Elle s'extasiait sur chaque présent, remerciant chaleureusement chaque invité. Quand elle arriva à mon foulard Hermès, elle le déplia, le regarda brièvement et dit « Oh, c'est joli. Merci, papa Marcel. » Puis elle le reposa rapidement pour passer au cadeau suivant. 3 mois d'économie, et elle l'avait traité comme un objet sans valeur.
Je partis avant le dessert, prétextant la fatigue. Personne ne protesta. Thomas me raccompagna jusqu'à la porte du restaurant. « Papa, me dit-il doucement, Céline est stressée en ce moment. Ne le prends pas personnellement. » Thomas, répondis-je, ta mère t'a élevé pour être un homme bon. J'espère que tu t'en souviens. Les jours suivants furent difficiles. Je repensais sans cesse à cette soirée, me demandant si j'avais eu tort d'aider Madame Dubois. Peut-être que Céline avait raison. Peut-être que j'étais devenu ce vieux homme égoïste qui ne pensait qu'à lui. Mais au fond de moi, je savais que j'avais fait le bon choix. Marguerite aurait été fière de moi. Elle m'avait toujours dit que la vraie mesure d'un homme n'était pas dans sa ponctualité ou sa richesse, mais dans sa capacité à aider ceux qui en avaient besoin. Une semaine plus tard, Thomas m'appela. Sa voix était différente, plus douce, presque respectueuse. « Papa, peux-tu venir à la maison? Céline voudrait te parler. » Quand j'arrivai chez eux dans leur belle maison de caluire et cuir, Céline m'attendait dans le salon. Elle tenait une enveloppe à la main et avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Papa Marcel, commença-t-elle d'une voix tremblante, j'ai reçu ceci hier. » Elle me tendit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main sur du papier en tête du tribunal de grande instance de Lyon. Monsieur Rousseau. Ma belle-mère, Madame Dubois, m'a raconté ce que vous avez fait pour elle le vendredi 15 novembre sur l'autoroute A6. Grâce à votre aide, elle a pu rentrer chez elle en sécurité et éviter ce qui aurait pu être une situation très dangereuse pour une femme de son âge, seule sur une autoroute la nuit. Madame Dubois m'a dit que vous aviez sali votre beau costume pour changer sa roue, que vous aviez refusé toute récompense, et que vous l'aviez traité avec une gentillesse et un respect qui l'ont profondément touché. En tant que juge, je vois tous les jours le pire de l'humanité. Mais votre geste me rappelle qu'il existe encore des hommes bons dans ce monde, des hommes qui choisissent de faire le bien même quand personne ne regarde, même quand cela leur coûte quelque chose. Je tenais à vous remercier personnellement et à m'assurer que votre famille sache quel homme exceptionnel vous êtes. Avec ma plus profonde gratitude. Juge Pierre Dubois. Tribunal de grande instance de Lyon. Céline leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des années, je vis du respect dans son regard. « Papa Marcel, dit-elle, sa voix se brisant, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Quand vous êtes arrivé en retard ce soir-là, j'ai pensé que... J'ai cru que vous ne respectiez pas mon anniversaire. » Thomas était debout à côté d'elle, et je pouvais voir qu'il était ému aussi. Cette dame, continua Céline, elle aurait pu être agressée, volée, ou pire. Et vous? Vous avez risqué votre sécurité pour l'aider. Vous avez gâché votre costume, vous êtes arrivé en retard à mon anniversaire, et tout ce temps, vous étiez en train de sauver quelqu'un. Elle se leva et s'approcha de moi. Je me suis comporté comme une personne horrible. J'ai dit des choses terribles devant tout le monde. Je vous ai humilié alors que vous veniez de faire quelque chose de héroïque. Céline, dis-je doucement, je ne suis pas un héros. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Non, papa Marcel, dit Thomas en s'approchant. Pas n'importe qui. Des dizaines de voitures sont passées sans s'arrêter. Vous vous êtes arrêté. Vous avez choisi d'aider, même si cela vous coûtait quelque chose. Céline prit mes mains dans les siennes. J'ai appelé tous mes amis qui étaient à l'anniversaire. Je leur ai raconté la vraie histoire. Je leur ai dit quel homme vous étiez vraiment, et comme j'avais eu tort de vous traiter ainsi. Les semaines qui suivirent furent différentes. Céline commença à m'appeler régulièrement, non pas par obligation, mais parce qu'elle voulait vraiment de mes nouvelles. Elle m'invitait à dîner, me demandait mes conseils, et surtout, elle me traitait avec le respect qu'elle n'avait jamais montré auparavant. Thomas aussi changea. Il vint me voir un week-end et me dit, « Papa, j'ai honte de la façon dont je t'ai laissé être traité ce soir-là. Maman t'avait élevé pour défendre ce qui est juste, et j'ai oublié cette leçon. Tu m'as rappelé qui je veux être. » Mais le plus beau cadeau vint de mes petits-enfants. Lucas, mon petit-fils de 12 ans, me dit un jour, « Grand-papa, maman nous a raconté ce que tu as fait pour cette dame. Tu es comme un super-héros, mais en vrai. » Emma, ma petite fille de 9 ans,
commença à me présenter à ses amis comme mon grand-papa qui sauve les gens sur l'autoroute. Madame Dubois et moi sommes devenus amis. Elle m'invite parfois à prendre le thé, et nous parlons de nos vies, de nos souvenirs, de nos familles. Elle me dit souvent, « Monsieur Marcel, vous m'avez sauvé cette nuit-là. » Pas seulement de la panne, mais de la peur, de la solitude, du sentiment d'être invisible. 6 mois plus tard, Céline organisa une autre fête cette fois pour mes 69 ans. Mais cette fois, quand j'arrivais avec 10 minutes de retard parce que j'avais aidé un voisin âgé à porter ses courses, elle me dit en souriant. « Papa Marcel, j'espère que vous avez fait une bonne action en route. C'est ce qui vous rend si spécial. » Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je regardais la photo de Marguerite sur ma table de nuit et lui chuchotais. « Tu avais raison, mon amour. On juge un homme à ce qu'il fait quand personne ne regarde. Et maintenant, ils savent qui je suis vraiment. » Aujourd'hui, quand je repense à cette soirée de novembre, je ne regrette pas d'être arrivé en retard. Ce retard de 27 minutes a révélé quelque chose d'important, que parfois, les gens nous jugent sur les mauvaises choses. Ils voient l'heure sur l'horloge, mais ils ne voient pas l'amour dans le cœur. Céline avait raison sur une chose, j'étais toujours en retard. Mais maintenant, elle comprend pourquoi. Parce que je m'arrête pour aider. Parce que je choisis la compassion plutôt que la ponctualité. Parce que j'ai appris de Marguerite que certaines choses sont plus importantes que l'heure qu'il est. Et vous savez quoi? Je continuerai à être en retard si cela signifie aider quelqu'un qui en a besoin. Parce que c'est qui je suis. C'est qui j'ai toujours été. Et maintenant, ma famille le sait aussi. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une autre lettre du juge Dubois. Il m'invitait à une cérémonie où la ville de Lyon honorait des citoyens qui avaient fait preuve de civisme exceptionnel. Madame Dubois m'avait proposé pour cette reconnaissance. Céline était si fière qu'elle a invité tous ses amis à la cérémonie. Elle leur a dit. Je veux que vous rencontriez mon beau-père, l'homme qui m'a appris que la vraie élégance n'est pas dans la ponctualité, mais dans la bonté. Quand je suis monté sur l'estrade pour recevoir ma médaille, j'ai vu ma famille dans le public. Thomas souriait avec fierté, Céline applaudissait avec enthousiasme, et mes petits-enfants criaient. C'est notre grand-papa, point. Dans mon discours, j'ai dit. Je ne mérite pas cette médaille pour avoir changé une roue. Je la mérite peut-être pour avoir appris à ma famille que parfois, arriver en retard signifie qu'on était en train de faire quelque chose d'important ailleurs. Après la cérémonie, Céline m'a pris le bras et m'a dit. Papa Marcel, je suis désolé d'avoir mis si longtemps à comprendre qui vous étiez vraiment. Vous n'êtes pas juste mon beau-père. Vous êtes l'homme que j'espère que mes enfants deviendront. Cette nuit-là, en regardant ma médaille sur la cheminée à côté des photos de Marguerite, j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, les plus grandes victoires viennent des plus petites défaites. Mon retard de 27 minutes avait été ma plus grande humiliation, mais il était devenu ma plus belle rédemption. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 mois après la cérémonie, j'ai reçu un appel qui allait changer ma vie encore une fois. Monsieur Rousseau, dit une voix féminine au téléphone. Ici Madame Leclerc, directrice de l'association Solidarité Senior de Lyon. Le juge Dubois nous a parlé de vous. Nous cherchons des bénévoles pour notre nouveau programme d'aide aux personnes âgées isolées. Seriez-vous intéressé? C'est ainsi que j'ai découvert ma nouvelle mission dans la vie. Chaque semaine, je rends visite à des personnes âgées qui n'ont plus de famille ou dont les familles sont trop occupées pour s'occuper d'elles. Je les aide avec leurs courses, leurs rendez-vous médicaux, mais surtout, je leur offre ce dont elles ont le plus besoin, de la compagnie et de l'écoute. Il y a Monsieur Bertrand, 82 ans, ancien professeur de littérature qui vit seul dans un studio de Villeurbanne depuis la mort de sa femme. Chaque mardi, nous nous retrouvons au café de la place Bellecour pour discuter de livres et de poésie. Il me dit souvent. Marcel, vous m'avez redonné goût à la conversation. J'avais oublié le plaisir de partager mes pensées avec quelqu'un qui écoute vraiment. Il y a Madame Moreau, 75 ans, ancienne couturière qui a perdu l'usage de ses jambes dans un accident. Je l'emmène faire ses courses au marché de la Croix-Rouge chaque vendredi. Elle choisit ses légumes avec le même soin qu'elle mettait autrefois à choisir ses tissus et me raconte ses souvenirs d'atelier.
Vous savez, Marcel, m'a-t-elle dit un jour, mes propres enfants n'ont plus le temps de m'écouter parler de mon passé. Ils disent que c'est du radotage. Mais vous comprenez que nos souvenirs sont nos trésors. Et puis il y a Madame Girard, 85 ans, qui souffre du début d'Alzheimer. Certains jours, elle ne me reconnaît pas. D'autres jours, elle me raconte la même histoire 3 fois en 1 heure. Mais je l'écoute chaque fois comme si c'était la première, parce que pour elle, c'est la première. Sa fille, qui vit à Paris, m'a appelé pour me remercier. Monsieur Rousseau, depuis que vous visitez maman, elle sourit à nouveau. Les infirmières me disent qu'elle parle de vous comme de son ami Marcel qui vient la voir. Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi de savoir qu'elle n'est pas seule. Ce travail bénévole m'a donné un nouveau sens à ma vie. Chaque matin, je me lève avec un but. Je ne suis plus le veuf solitaire qui compte les heures jusqu'au coucher. Je suis Marcel, celui qui apporte un peu de lumière dans la vie de personnes qui en ont besoin. Céline a été la première surprise par ma transformation. Papa Marcel, m'a-t-elle dit lors d'un déjeuner dominical, vous rayonnez littéralement. On dirait que vous avez rajeuni de 10 ans. C'était vrai. Aider les autres m'avait redonné de l'énergie, de la joie de vivre. J'avais même commencé à mieux m'habiller, à prendre soin de moi, parce que je représentais quelque chose pour ces personnes. J'étais leur lien avec le monde extérieur, leur preuve que quelqu'un se souciait d'elles. Thomas aussi avait remarqué le changement. Un soir, il est venu me voir dans mon appartement avec une bouteille de vin de Bourgogne. Papa, m'a-t-il dit en s'asseyant dans le fauteuil de Marguerite, je veux te dire quelque chose. Quand maman est morte, j'ai eu peur que tu te laisses aller, que tu déprimes. Mais regardez-vous maintenant. Vous êtes plus actif, plus heureux que vous ne l'avez été depuis des années. Il a pris une gorgée de vin et a continué. J'ai honte de l'admettre, mais après la mort de maman, je vous voyais comme un fardeau. Je pensais que nous allions devoir nous occuper de vous, vous surveiller, vous divertir. Je ne réalisais pas que c'était vous qui alliez nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je vous ai appris, ai-je demandé. Que vieillir ne signifie pas devenir inutile. Que l'expérience est un cadeau qu'on peut offrir aux autres. Que la bonté n'a pas d'âge. Vous m'avez montré le genre d'homme que je veux être quand j'aurai votre âge. Ces mots m'ont profondément touché. Pendant si longtemps, j'avais eu l'impression d'être un poids pour ma famille, un rappel embarrassant de leur propre mortalité. Maintenant, je réalisais que j'étais devenu un exemple, une source d'inspiration. L'association Solidarité Senior m'a même demandé de témoigner lors de leurs événements de collecte de fonds. La première fois que j'ai pris la parole devant une centaine de personnes dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Lyon, j'étais terrifié. Mais quand j'ai commencé à raconter l'histoire de Madame Dubois sur l'autoroute, quand j'ai parlé de Monsieur Bertrand qui retrouvait le goût de la conversation, quand j'ai décrit le sourire de Madame Girard quand elle me reconnaît, j'ai vu des larmes dans les yeux de l'audience. Mesdames et messieurs, ai-je dit ce soir-là, nous vivons dans une société qui valorise la jeunesse, la vitesse, l'efficacité. Mais nous oublions que la sagesse vient avec l'âge, que la patience est une vertu, que prendre le temps d'écouter quelqu'un peut changer une vie. Nos aînés ne sont pas un fardeau. Ils sont une bibliothèque vivante d'expériences, d'amour et de leçons de vie. Après mon discours, une jeune femme s'est approchée de moi. Elle avait les larmes aux yeux. Monsieur Rousseau, m'a-t-elle dit, je m'appelle Sophie. Ma grand-mère vit seule à Oulin, et je n'ai pas le temps de la voir autant que je le devrais. Votre histoire m'a fait réaliser que je rate quelque chose d'important. Je vais l'appeler en rentrant chez moi ce soir. 6 mois plus tard, Sophie est devenue bénévole à l'association. Elle m'a dit que sa grand-mère et elle étaient maintenant plus proches qu'elle ne l'avait jamais été. 1 an après avoir commencé mon bénévolat, l'association m'a proposé de coordonner une nouvelle initiative, un programme de mentorat intergénérationnel où des seniors comme moi partageraient leurs compétences et leur expérience avec de jeunes adultes en difficulté. C'est ainsi que j'ai rencontré Kevin, 19 ans, qui avait abandonné ses études et ne trouvait pas de travail. Il vivait chez sa mère célibataire dans une HLM de Vaux-en-Velin et passait ses journées à jouer aux jeux vidéo. Sa mère, désespérée, l'avait inscrit au programme. Au début, Kevin était méfiant, presque hostile.
Qu'est-ce qu'un vieux comme vous peut m'apprendre, m'avait-il dit lors de notre première rencontre. Peut-être rien, avais-je répondu. Mais peut-être que tu peux m'apprendre quelque chose, toi aussi. Parle-moi de ce qui te passionne. Petit à petit, Kevin s'est ouvert. Il m'a parlé de sa passion pour l'informatique, de ses rêves de créer des jeux vidéo, de sa frustration de ne pas avoir les moyens de suivre une formation. Il m'a montré des programmes qu'il avait créés tout seul, et j'ai été impressionné par son talent. Kevin, lui ai-je dit, tu as un don. Mais un don sans direction, c'est comme une voiture sans volant. Tu as besoin d'un plan. Ensemble, nous avons recherché des formations en ligne gratuites, des concours de programmation, des stages dans des entreprises locales. J'ai utilisé mes contacts, notamment le juge Dubois qui connaissait des entrepreneurs dans le secteur technologique pour lui ouvrir des portes. Mais surtout, je lui ai donné ce que personne ne lui avait jamais donné, la confiance en lui-même. Chaque semaine, nous nous retrouvions dans un café près de la gare de la Part-Dieu, et je l'écoutais me parler de ses projets, de ses progrès, de ses difficultés. Je lui racontais mes propres échecs et comment j'avais appris à les surmonter. Marcel, m'a-t-il dit un jour, il avait arrêté de m'appeler « monsieur » depuis longtemps, vous savez ce qui est bizarre? Mes parents me disent toujours ce que je fais mal. Mes profs me disaient que je n'arriverais à rien. Mais vous me demandez ce que je veux faire de bien. C'est la première fois que quelqu'un croit en moi. 6 mois plus tard, Kevin a décroché un stage dans une start-up lyonnaise spécialisée dans le développement d'applications mobiles. 1 an après, ils l'ont embauché à temps plein. Aujourd'hui, il gagne plus d'argent que moi je n'en ai jamais gagné, mais surtout, il a retrouvé confiance en lui et en l'avenir. Sa mère m'a invité à dîner pour me remercier. Monsieur Rousseau, m'a-t-elle dit en pleurant, vous avez sauvé mon fils. Je ne sais pas comment vous remercier. Madame, lui ai-je répondu, Kevin s'est sauvé lui-même. Moi, je n'ai fait que lui montrer qu'il en était capable. Ces expériences m'ont appris quelque chose de fondamental, nous avons tous quelque chose à offrir, quel que soit notre âge. Les jeunes ont l'énergie et les rêves. Les plus âgés ont l'expérience et la patience. Quand on les met ensemble, des miracles peuvent se produire. Aujourd'hui, à 70 ans, je voyage dans toute la région Rhône-Alpes pour raconter mon histoire et encourager d'autres seniors à s'engager dans leur communauté. J'ai parlé dans des mairies, des centres sociaux, des universités du 3e âge. Partout, je rencontre des gens qui se reconnaissent dans mon parcours. Il y a quelques semaines, après une conférence à Grenoble, une dame de 75 ans s'est approchée de moi. Monsieur Rousseau, m'a-t-elle dit, je suis veuve depuis 5 ans, et mes enfants me traitent comme si j'étais déjà morte. Après vous avoir écouté, je réalise que ma vie n'est pas finie. Je vais m'inscrire comme bénévole dans une association locale dès demain. Ces moments-là me rappellent pourquoi je fais ce que je fais. Chaque personne que j'inspire à reprendre sa vie en main, chaque senior qui découvre qu'il a encore quelque chose à offrir, c'est une victoire contre l'agisme et l'isolement. Céline et Thomas sont maintenant mes plus grands supporters. Céline a même rejoint le conseil d'administration de Solidarité Senior et utilise ses compétences en marketing pour promouvoir nos actions. Thomas, de son côté, nous aide bénévolement avec les aspects juridiques de l'association. Papa, m'a dit Thomas récemment, vous nous avez montré qu'on peut réinventer sa vie à tout âge. Céline et moi, on commence déjà à réfléchir à ce qu'on voudra faire quand on sera à la retraite, grâce à votre exemple. Mes petits-enfants aussi ont changé leur regard sur moi. Lucas, maintenant âgé de 14 ans, m'a dit l'autre jour, « Grand-papa, quand je serai grand, je veux aider les gens comme toi tu le fais. Tu m'as appris que la vraie richesse, c'est de rendre les autres heureux. » Emma, 11 ans maintenant, m'accompagne parfois lors de mes visites aux personnes âgées. Elle dessine des cartes pour eux, leur chante des chansons, et apporte cette joie spontanée que seuls les enfants savent donner. Madame Girard, malgré son Alzheimer, se souvient toujours d'Emma et de ses dessins colorés. Vous savez, Marcel, m'a dit récemment Madame Dubois lors d'un de nos thés hebdomadaires, cette nuit sur l'autoroute, quand vous vous êtes arrêté pour m'aider, vous pensiez sauver une vieille dame en détresse. Mais en réalité, c'est moi qui vous ai sauvé. Je vous ai donné l'occasion de montrer qui vous étiez vraiment. Elle a raison. Cette nuit-là, en choisissant de m'arrêter malgré mon retard,
j'ai fait plus que changer une roue. J'ai changé ma vie. J'ai découvert que l'âge n'est pas une fin, mais un commencement. Que l'expérience n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Que la bonté n'a pas d'âge et que chaque geste compte. Aujourd'hui, quand je regarde ma médaille sur la cheminée, à côté des photos de Marguerite et des dessins de mes petits-enfants, je souris. Cette médaille ne récompense pas seulement un geste de bonté sur une autoroute. Elle symbolise une transformation, une renaissance, la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir sa vraie mission dans la vie. Et vous savez quoi? Je continue à arriver en retard parfois. Pas par négligence, mais parce que je m'arrête encore pour aider. Parce que j'ai appris que certaines choses sont plus importantes que la ponctualité. Parce que je sais maintenant que chaque minute passée à aider quelqu'un est une minute bien investie. Parce qu'au final, peu importe l'heure à laquelle vous arrivez. Ce qui compte, c'est ce que vous faites en chemin. Et moi, Marcel Rousseau, 70 ans, ancien cheminot devenu bénévole et mentor, je continuerai à faire ce chemin avec le cœur ouvert et les mains tendues vers ceux qui en ont besoin. Car c'est ça, la vraie richesse de l'âge, avoir le temps et la sagesse de faire ce qui compte vraiment. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait réfléchir sur ce qui compte vraiment, alors appuyez maintenant sur le pouce en l'air. Cette histoire est dédiée à tous les grands-parents qui se sentent incompris, à tous ceux qui pensent que leur vie utile est derrière eux, à tous ceux qui choisissent la bonté plutôt que la commodité. Vous avez encore tant à offrir. Écrivez dans les commentaires. Connaissez-vous un senior qui a transformé sa retraite en mission? Avez-vous déjà été jugé pour quelque chose alors que vous faisiez le bien? Quel est le plus beau geste de bonté qu'un aîné a fait pour vous? Comment voyez-vous votre propre vieillissement après cette histoire? Votre témoignage pourrait inspirer un senior qui doute de sa valeur ou encourager quelqu'un à changer son regard sur les personnes âgées. L'agisme commence quand nous cessons de voir la personne derrière l'âge. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires qui montrent que chaque étape de la vie a sa beauté et sa mission. Car l'âge n'est qu'un chiffre, mais l'impact qu'on laisse est éternel. Partagez cette histoire avec un senior de votre entourage qui a besoin de se rappeler qu'il compte encore, ou avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à respecter nos aînés. Ensemble, construisons une société où chaque génération est valorisée.